Bonsoir à toutes et à tous. Dernière table ronde, mesdames, bonsoir. Dernière table ronde de 2 journées marathon de table ronde autour de la Silver Economy. On a parlé d'aide aux aidants, on a parlé de technologie pour l'autonomie, on a fait des sessions avec Cap Digital où des gens ont pitché pour présenter leurs solutions. Et là, moi, je suis très très fier de vous accueillir, mesdames, parce que c'est la première fois en matière de Silver Economy qu'on a réuni autour d'un village des gérontopoles, quasiment tous les gérontopoles de France. On va justement définir, se demander ce que c'est qu'un gérontopole. Il y a un cahier des charges commun qui a été mis en place. Il y a beaucoup de choses qui se font. Les gérontopoles sont un petit peu inégaux au niveau national. Certains ont une grosse antériorité, d'autres sont plus jeunes. C'est en ça que je dis qu'ils sont inégaux. Mais, pas de notes sur 20 pour les gérontopoles, c'est pas l'idée, mais certains voilà, ont un historique, d'autres viennent de naître avec des nouvelles idées. Justement, ce qui est intéressant, c'est ce mélange qu'on a justement de différents gérontopoles qui ont décidé de se grouper ensemble pour avoir une dynamique nationale. Et donc pour parler de cette dynamique nationale de gérontopole, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Estelle Janot qui représente le gérontopole Aura, Carole-Henri Duguet qui représente le gérontopole Normandie, Isabelle Dufour, directrice générale du Gérondif qui représente le gérontopole Île-de-France, et Christiane Flouquet, administratrice du Gérondif, mais également directeur du développement de l'action sociale Île-de-France à la CNAV et vice-présidente de Silver Valley. On commence par vous, Estelle ? Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Le salon s'est bien passé ? Vous avez fait beaucoup de contacts ? Oui, tout à fait. On a eu beaucoup de contacts au cours de ce salon. Et le premier village des gérontopoles, c'était quand même une première pour nous. Et donc, c'était fructueux au niveau des échanges entre nous et aussi avec les partenaires qu'on a pu rencontrer les uns les autres. Donc aujourd'hui... Est-ce qu'on peut définir un gérontopole quelque part, pour commencer ? La définition des gérontopoles. Donc un gérontopole, je dirais que c'est une fédération d'acteurs en fait qui va œuvrer dans le cadre du bien vieillir et en gérontologie, donc qui va promouvoir l'innovation, la recherche dans le cadre de la qualité de vie des personnes. Et donc les gérontopoles se sont développés dans différentes régions, on pourrait les lister, et il y a un cahier des charges commun qui est assez récent, qui s'est mis en place. Donc en fait, les gérontopoles ils existent depuis 2007 à peu près, hein, si ma mémoire est bonne. Et donc ils se sont développés vraiment différemment selon les régions. Aujourd'hui, on est 9 gérontopoles, il y en a 3 autres en cours de construction en centre Val-de-Loire, en Corse et dans la région Hauts-de-France. Voilà, merci. Et donc, ce qui va apporter à 12 gérontopoles. On n'a pas tous, on a des spécificités différentes selon le contexte socio-économique et politique, on va dire, de chaque région dans la mise en œuvre de nos gérontopoles. Aujourd'hui, on a déposé, on s'est unis, on va dire, les gérontopoles pour présenter un cahier des charges des gérontopoles, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de cadre officiel, commun, de ce qu'était un gérontopole. Donc, et ce cahier des charges, alors vous pouvez également répondre, mais il est assis sur quelle base solide ? On s'appuie sur 4 piliers qui sont la formation, la recherche, la communication et la Silver Economy. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord, merci. Et à Carole-Henri Duguet, justement, vous représentez le gérontopole Normandie. Il y a une logique d'animation de la filière Silver Economy qui se fait en région ? C'est un des rôles des gérontopoles ? Tout à fait. J'aurais aimé juste, avant de répondre à cette question, vous dire que c'est la première fois
on est tous, une grande partie des gérontopoles se réunit et que on a déjà une habitude de travail entre directeurs et directrices en visio et que on est ravis de se voir en vrai. Vous étiez jamais rencontrés avant? Très peu, très peu. Il y a eu la période Covid, donc on est vraiment ravis de pouvoir passer un moment ensemble au-delà d'une heure de réunion en visio. C'est tout l'intérêt du festival. Donc oui, l'animation de la filière Silver Eco chez nous est un point important des compétences du gérontopole. La région Normandie nous a confié cette mission et donc nous organisons divers événements pour que nos acteurs normands puissent se rencontrer, aussi bien des collectivités que des structures médico-sociales, que des entreprises, CCAS ou encore bailleurs sociaux, écoles. Enfin vraiment, voilà, c'est un moment important de la Silver Eco que nous organisons là prochainement au mois d'octobre à Évreux. Parallèlement à ça, donc, la région aussi nous a demandé d'accompagner les porteurs de projets dans le montage de leurs innovations. Et donc, à ce titre, nous avons repris le Living Lab qui préexistait déjà en Normandie, qui s'appelait TechSouthWest, que certainement quelques-uns d'entre vous connaissent déjà. Et donc, ce Living Lab est composé de clubs d'usagers seniors. Notre objectif est d'en créer un dans chaque département. On a presque terminé le tour des départements cette année. Et notre collègue, la Hamzaïba, anime ça, ce Living Lab avec brio. Et voilà, donc c'est notre façon d'aider les entreprises à évaluer, réorienter, co-concevoir leurs produits et leurs services avec les entreprises et par les seniors. Donc cette partie animation dont on a parlé et la partie Living Lab, donc co-concevoir, c'est-à-dire Ouais. comment ça se passe concrètement? J'ai un produit, j'ai une idée, j'ai un projet, comment je vous contacte? La logique des Living Lab fait partie prenante des gérontopoles, Ouais. mais concrètement ça se passe comment? J'ai des testeurs qui vont torturer mon produit, qui vont le disséquer. Comment vous êtes organisé quand... En fait, le porteur de projet vient présenter son produit au groupe de seniors. En général, ce sont des ateliers d'une dizaine de seniors grand maximum qui vont prendre connaissance de leurs produits ou de leurs services, voire le tester physiquement. Et avec notre animateur qui a mis au point en fait une méthode, un process qu'il va dérouler tout au long de l'atelier pour détecter, en fait, évaluer l'utilisabilité, la façon dont le message ou le produit est reçu et accepté par le senior, pour ensuite, au cours d'un deuxième atelier, éventuellement, pouvoir retravailler sur des conseils, des orientations à donner aux porteurs de projets. Donc il y a une phase d'évaluation et une phase de co-conception. Et la logique d'animation, c'est quoi le rôle d'animateur de Gérontopole? C'est d'animer le territoire? C'est d'aller au-delà? Comment ça se passe? C'est quelque chose que vous souhaitiez... Sur l'animation de la filière Silver Eco, c'est de donner des occasions à nos membres et au-delà d'ailleurs de pouvoir se rencontrer, d'échanger, de favoriser des partenariats. On est là aussi pour aider à construire des projets collectifs, voire à répondre à des appels à projets de façon collective pour prendre la plume. Enfin voilà, en fait, il y a diverses façons d'agir. Tout dépend des gens. C'est du sur-mesure, en fait. Il n'y a pas de projet qui se ressemble. Vous n'avez pas industrialisé, je veux dire, une logique d'étude. C'est pas possible aujourd'hui en Silver Economy. Toute étude va être vraiment différente. Je veux dire, chaque cas est différent, vous disiez. Oui, c'est ça. Tout dépend du partenaire qu'on a en face de nous, ou des partenaires, et de la thématique. Parce que finalement, on agit dans différents domaines, on est pluridisciplinaire. Donc, et on est dans l'innovation tous les jours. Donc, c'est le lieu de la créativité, je dirais. Donc, il n'y a pas de modèle prédéfini. On n'est pas du tout industrieux, on est créatif.
Oh, c'est pas forcément antinomique. Hein. Non, mais je veux dire, dans la démarche, voilà, c'est vraiment... D'accord. Et donc, il y a pas mal d'études qui sont menées également dans ce cadre-là. Isabelle Dufour, donc déléguée générale du Girondif, donc le Gérontopole Île-de-France, qui a, je ne sais pas combien d'études vous cumulez à ce jour, mais... Alors, en parallèle, nous menons en ce moment 50 projets. Quand je dis 50 projets, ça veut dire 50 études, ça veut dire 50 projets financés, 50 projets sur lesquels travaillent les professionnels du Gérontopole. Nous avons, alors moi je confirme ce que dit ma collègue, en fait c'est du sur-mesure parce que l'approche scientifique nécessite qu'à chaque fois on se pose la question que l'on veut résoudre et les questions elles diffèrent selon l'objet d'étude. Et la spécificité des Gérontopoles et en général et du nôtre en particulier, c'est vraiment d'apporter la même rigueur scientifique. Alors, quand je dis scientifique, c'est aussi bien les sciences humaines et sociales pour étudier la faisabilité, les conditions organisationnelles d'implantation de l'innovation. C'est aussi approche scientifique sur les mesures d'impact, par exemple cliniques, fonctionnelles, vérifier si la solution va vraiment renforcer la vitesse de marche, va éviter des chutes que l'on peut quantifier, va éviter des comorbidités que l'on va pouvoir éviter. C'est aussi une dimension aussi médico-économique. Est-ce que les solutions que j'implémente vont permettre de ralentir le processus d'entrée en fragilité et dans la dépendance ? Est-ce que ça va éviter les hospitalisations évitables ? Tout dépend, encore une fois, du sujet de la question qui est posée. Et nous avons la même rigueur que sur nos approches scientifiques, qu'il s'agisse d'une innovation organisationnelle, que nous confierait par exemple l'ARS Île-de-France, qu'il s'agisse d'une innovation dans le domaine de la silver economy, des nouvelles technologies, ou dans le domaine de la prévention. Et nous avons aussi bien sûr toujours un souci majeur qui est apporté à l'impact, entre guillemets, bien sûr, usage, à chaque fois de la triade, qui est la personne âgée, son ou ses aidants et les professionnels qui l'accompagnent, et puis une forte sensibilité aux questions d'éthique, puisque nous veillons toujours à ce que l'innovation ne se fasse pas au détriment de la liberté de la personne âgée, de son autonomie, de sa dignité, et puis avec un souci aussi d'équité, d'accès à l'innovation. Ça paraît une évidence, ça. Mais vous en avez, on va pas faire du name dropping, mais vous en avez croisé des projets comme ça qui posaient ces problèmes de respect de la personne, de problèmes d'éthique, de citoyenneté. Oui, bien sûr. Il y a des porteurs de projets qui ont un moment oublié ou dépassé certaines frontières et qu'il faut recadrer. Vous en rencontrez? Alors on va parler de modèles étrangers pour ne fâcher personne très 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 loin, en Asie, jusque dans certains pays. Par exemple au Japon, j'ai vu dans des chambres d'EHPAD Alors on nous a dit ce ne sont pas des images que l'on voit, mais on voyait des silhouettes très très nettement se dessiner dans la chambre d'EHPAD, de l'équivalent de l'EHPAD. Et comme on travaille sur des sujets, sur la liberté, bien sûr, d'aller et venir, la liberté aussi de continuer à avoir une vie intime, y compris en institution, ça c'est un de nos travaux, on trouvait ça quand même très dommageable parce que les professionnels y avaient accès à ces images H24. Ça n'était pas pour une levée de risque. Il n'y avait pas une intelligence artificielle qui détectait et après on levait le risque. Donc ça, on est très sensible au respect de l'intimité. Enfin, quand bien même on n'a plus toutes ces facultés cognitives, on a encore une liberté d'agir, d'avoir un amoureux en EHPAD, etc. C'est très important de rappeler ça, effectivement. Pour moi, c'était une telle évidence, effectivement, que je n'avais pas forcément idée que parfois des nouveaux acteurs qui peuvent arriver sur ce secteur d'activité puissent oublier les axiomes de base de l'éthique. Puis là, il y a la question du consentement. Qui consent sur pas mal de choses? Est-ce que c'est la famille pour se sécuriser elle-même, mais parfois en proposant des solutions assez liberticides, ou est-ce que c'est la personne qui... moi, j'en parlais avec Solène Bougère dans le colloque, hier,
Et je disais que l'idéal, ça serait qu'on puisse un jour, alors j'en profite, c'est mon petit plaidoyer, je rêve qu'on puisse rédiger des directives anticipées numériques. Ça, c'est mon grand rêve. Donc si certains veulent travailler avec nous sur ce concept, tant qu'on a encore toutes ces facultés cognitives, c'est important de pouvoir dire, voilà, quand je serai âgé, plus tard, je veux bien que l'on me surveille à l'extérieur, mais peut-être pas à l'intérieur. Je veux que les données aillent à un enfant, ou pas, ou à un voisin, etc. Et je pense que ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose maintenant très en amont. Enfin, la question, elle se pose aussi au moment du décès de la personne âgée. On sait bien qu'aujourd'hui, qui va récupérer les comptes, qui va les éteindre, qui va récupérer les données dans les mails. Enfin, je crois que notre époque, elle est formidable parce qu'il y a plein d'ouvertures, plein de moyens nouveaux qui sont donnés aux professionnels, aux citoyens. Mais il faut aussi réfléchir aux limites si on veut rester maître de son vieillissement. Donc je prépare ma vie dans quelques années qui se rapprochent de plus en plus. D'accord. Moi j'ai souvent l'habitude de dire justement que Silver Economy bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que si on pense le projet pour soi, ça oblige la logique d'éthique, elle devient presque naturelle. Donc c'est pour ça que j'invite souvent à l'égoïsme participatif en disant voilà, pensez votre projet, votre projet, vos services pour vous, et forcément vous allez vous-même mettre des barrières qui vont cadrer l'éthique. Et Christiane Flouquet, cette logique éthique, on en a déjà beaucoup parlé ensemble, donc administrative du Girondive, directrice de développement d'action sociale d'Île-de-France de la CNAV et vice-présidente de Silver Valley. Le rôle, la logique de l'action, de l'assurance retraite, de la prévention, de l'évaluation dans ces actions des gérontopôles, quel est-il ? Alors effectivement, nous avons le rôle de l'assurance retraite, hein, ça a été dit avec plusieurs angles d'attaque, de périmètre d'attaque, mais c'est vraiment un soutien, un développement de la prévention de la perte d'autonomie, c'est-à-dire anticiper le plus possible les actions pour faire reculer la dépendance. Plein de méthodes d'action, plein d'outils d'accompagnement des personnes les plus fragiles, des accompagnements de développement et de soutien d'action. Mais, et donc en Île-de-France, nous le faisons via l'assurance retraite bien sûr, mais via le PRIF, donc il y a un groupement de coopération de branches de caisses de retraite pour mettre en place des ateliers de prévention. Donc on a la boîte à outils, et il y a quelques années, j'avais effectivement eu l'intuition, c'était évident, mais il fallait quand même y penser, qu'on avait besoin d'avoir des partenaires scientifiques, des partenaires de l'écosystème pour nous aider à qualifier et à convaincre aussi de l'intérêt de nos actions. Donc en Île-de-France, on a la chance d'avoir pu, il y a quelques années, identifier Silver Valley, sur la partie Living Lab qui a été évoquée tout à l'heure, déjà développé pas mal d'actions pour s'assurer de l'adéquation entre les besoins des retraités et les réponses à apporter. Et l'arrivée du Gérondif était une évidence dans la caution scientifique nécessaire, là encore une fois, pour convaincre. Donc tout le travail qu'on a pu mener ensemble, et je salue le travail d'Isabelle et de son président, c'est d'avoir trouvé des sujets sur lesquels nous avions, nous, caisse de retraite, notamment via le PRIF, des actions à mener et des partenariats à dresser pour, encore une fois, pour convaincre. Donc on va les développer, mais donc, en fait il s'agit d'évaluer l'impact. On en parle beaucoup aujourd'hui de l'évaluation d'impact. Il y a quelques années, c'était pas si évident que ça. On disait, on avait, je crois que beaucoup d'acteurs le savent aujourd'hui, on mesurait la satisfaction à un atelier, par exemple. Satisfait au début, non, bien sûr, puisqu'il y avait des besoins. Satisfait à 99% à la fin de la qualité, mais manifestement, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de convaincre de l'impact de la pédagogie apportée pendant ces ateliers. Et donc, il fallait outiller cet impact par des mesures scientifiques reconnues. Donc on a travaillé avec le Gérondif sur une étude qui s'appelle EMAP, qu'Isabelle défendra encore plus brillamment que moi, mais qui a un suivi de cohorte
pour prouver médicalement que parce qu'on a un atelier, on suit un atelier prévention des chutes, donc en Ile-de-France on appelle équilibre en mouvement, réellement ça a un impact au bout des séances, mais dans la durée. Voilà. Bien sûr, on le fait avec un atelier témoin complémentaire sur notre type d'action. Et pareil, sur d'autres types d'ateliers, c'est quelques semaines après avoir suivi l'atelier, quelles leçons avez-vous tirées de cet atelier et comment le vivez-vous? Parce que si c'est un one-shot qui ne sert à rien, on a raté un petit peu notre effet. On a eu une initiative évidente au moment du Covid, où il a fallu créer ex nihilo des ateliers en distanciel. Et on a bien vu à quel point, au-delà de cette nécessité de mettre en place ces ateliers en distanciel, il fallait convaincre que le lien social, ce fameux lien social, existait en distanciel. Et là, on s'est vraiment appuyé sur le Gérondif pour mener en quelques semaines, enfin comme on a tous été capables de le faire, mais nous aussi, on a pu faire très rapidement des évaluations de l'intérêt du distanciel. Et aujourd'hui, ça nous aide à convaincre encore davantage. La logique d'isolement, elle n'est pas égale sur tous les territoires. Vous avez pu déjà discuter entre vous de justement cette logique d'isolement des seniors? Est-ce qu'on est plus isolé en Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce qu'il y a plus de problématiques d'isolement en Normandie ou pas forcément? C'est vraiment un phénomène national. Estelle Janot. Alors, on ne s'est pas encore posé la question entre gérontopoles de savoir si tel ou tel territoire était plus... non, mais vous pourriez avoir un sentiment... Quelles sont vos différenciations? Est-ce que vous avez travaillé justement, vous avez travaillé sur ce qui vous rassemble? Est-ce que vous avez travaillé sur ce qui vous différencie? Est-ce que vous vous êtes spécialisé, par exemple, en se disant tel gérontopole va travailler plus sur la chute? Est-ce que vous avez déjà eu cette logique? Alors, sur le plan chute, tous les gérontopoles travaillent à l'accompagnement et le soutien en fait des ARS sur la mise en place du plan chute. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus à travailler sur ce qui nous unit que sur ce qui nous différencie. Néanmoins, on est conscient chacun qu'on a des atouts ou des spécificités dans ce sens-là, dans chaque gérontopole. Mais je ne parlerai que de Aura, parce que je pense que ce soit Carole ou Isabelle seront plus à même de parler de leur structure. Je pense qu'en Aura, on a une force, c'est tout ce qui est les recherches sciences humaines et sociales qu'on peut faire. Par exemple, aujourd'hui, on mène 3 thèses, dont une sur l'agisme, et ça fait rebondir sur ce qu'on disait sur l'éthique. Je pense que l'éthique et l'impact sociétal de tous nos comportements, mais aussi de tout ce qu'on met en œuvre, c'est quelque chose qu'on doit sans cesse réinterroger. Là, si la société n'est pas en mesure de s'interroger sur l'éthique et ce qu'on met en œuvre, on risque d'aller dans le mur quand même. C'est important de bien... et Solène Bruguère est très au fait de tous ces points. Je vais laisser Carole et Isabelle peut-être mettre en avant leur spécificité de gérontopole. Carole-Henri Duguay. Oui, moi, je vous ai déjà parlé de la Silver Echo, et c'est vrai que nous, on a commencé par développer cette compétence-là. On est tout jeune, on fait partie des petits derniers, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, le fait d'être pluridisciplinaire, ça ouvre un champ de travail vraiment très vaste. Et voilà, on prend les choses les unes après les autres, avec les moyens dont on dispose et les partenaires qui nous entourent. Donc, faut un peu de temps pour qu'on arrive au niveau du Gérondif qui, là, excelle dans la recherche. Nous, on a des partenariats avec des laboratoires normands, mais on ne mène pas encore de recherche, nous, en propre, directement. Mais tout ça ne se fait... Si ce n'est au travers de notre Living Lab, sur des projets très ponctuels, mais des études de fond, des recherches de fond, comme vous pouvez le faire, nous, on n'en est pas encore là. Mais tout ça, si j'entends bien ce que vous dites, se fait dans une logique de bonne intelligence. On ne parle pas de concurrence entre les gérontopoles. Non, non, mais ça pourrait. Le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître, de mutualiser nos compétences, de s'aider les uns les autres sur
des compétences qu'on n'a pas encore, que d'autres ont. Et c'est toute la richesse de ce réseau et du travail qu'on réalise ensemble. De rebondir d'une étude pour pouvoir, par exemple, récupérer les résultats de cette étude, pour pouvoir rebondir sur un autre projet dans un autre territoire. C'est ça le... Oui. Nos territoires ont du talent. C'est la baseline des gérontopoles. On initie aussi un travail collectif, mais Isabelle pourra peut-être plus en parler que moi. Par exemple, sur la formation, nous travaillons avec la CNAV sur le montage d'un projet avec tous les gérontopoles. Et bien sûr, ceux qui ont un service de formation et des compétences sont en première ligne, mais s'appuient aussi sur les autres qui ne demandent qu'à développer ces compétences-là. Donc c'est vraiment très riche et franchement, c'est un super projet. Est-ce qu'on peut le détailler, Isabelle ? Oui, alors, c'est un peu embêtant parce que le commanditaire, c'est la CNAV nationale. Donc, c'est peut-être à la CNAV de faire, quand on sera bien calé, on pourra revenir pour détailler le projet. Je trouve que voilà, c'est peut-être pas à moi de porter cette communication-là, mais en tout cas, c'est l'exemple type qu'on a des compétences que l'on met en commun et au service de l'élaboration d'un projet. Et là, on sait qu'il y aura ensuite des déclinaisons locales qui nécessitent de très bien connaître son écosystème régional, voire départemental. Et là, il y a un niveau conception, ingénierie de projet sur lequel, là, on est tous ensemble parce que le repérage de signaux d'alerte en matière de santé mentale, puisque c'est la thématique, ça, on peut se mettre en commun, c'est la même chose partout. Et puis après, identifier des relais locaux, ça c'est le rôle de chacun. Et là, on ne peut pas se substituer aux connaissances fines du territoire. Alors on avait déjà eu une table ronde, la réponse collégiale souhaitée, mais je pose la question à Christiane. Je suis porteur de projet, on avait déjà eu une table ronde, je veux dire, dans des webinaires qu'on avait organisés, j'avais déjà posé cette question, mais je vous la repose. Je suis porteur de projet, à quelle porte je frappe régionale ? Je frappe à la porte du gérontopole qui est celui de mon siège social, ou alors je frappe à la porte du gérontopole qui est celui qui est, je sais pas moi, proche de mon domicile, proche de mon client. Est-ce qu'il y a une logique, entre guillemets, interrégionale que vous avez mise en place pour vous accorder ce maillage territorial ? Ça dépend vraiment des acteurs régionaux. Il y a un Tour de France là, qui a été réalisé l'année dernière et vraiment chaque région a sa propre organisation. Nous, en Normandie, on est assez structuré puisque la région comme l'Agence de développement Normandie ont décidé que la porte d'entrée, c'était le gérontopole et voilà, c'est assez simple. Dans d'autres régions, ça reste parfois la CCI, la région, l'Agence de développement, enfin, c'est variable. En tout cas, il n'y a pas de concurrence entre nous. C'est-à-dire que si jamais on a un porteur de projet qui se présente à nous, qui n'est pas de notre région, on va éventuellement l'orienter vers le gérontopole de sa région ou voir comment on peut travailler avec lui, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Mais on ne fermera pas la porte de toute façon. Et ensuite, je voulais rebondir sur tout ça. Je pense qu'il y a 3 niveaux en fait. Il y a le niveau national, le niveau régional, et les gérontopoles s'appuient sur les écosystèmes locaux. Parce que le gérontopole à lui seul, il ne peut rien faire. Il est obligé de travailler avec tous les acteurs et tous les écosystèmes. Voilà, je pense que c'est ça qui est important de retenir. Christiane ? Oui, je pense que à travers ta question, il y a quand même effectivement cette vraie problématique pour nos partenaires de la Silver Economy qui ont un projet et qui savent, malgré tous les efforts qui sont faits, qui ne savent pas forcément encore à qui s'adresser. Déjà, c'est la problématique des seniors. Voilà. Quand ils sont dans le millefeuille administratif, le guichet unique qui n'existe pas, on ne sait pas où s'adresser. Alors, ça serait dommage qu'on l'ait aussi pour les professionnels. Donc, les seniors, effectivement, c'est un vrai sujet. Mais effectivement, les porteurs de projets, ils auront une architecture qui, aujourd'hui, n'est pas normative. Ça, c'est évident. Donc, on va dire ça dépend. En Île-de-France, pour ne parler que de ce que je connais bien, c'est vrai que lorsqu'on veut être soutenu dans ces projets, je pense que l'assurance retraite est bien identifiée parce qu'il y a un appel à projet une fois par an, il y a une offre de service intégrée avec des accompagnements
par Silver Valley, par Make Sense, par France Active. Enfin, le Viva Lab régional, il existait avant le Viva Lab national, donc on est bien identifié comme ça. Donc effectivement, ça sera nous la porte d'entrée avec, malgré tout, la nécessité, même pour nous, d'intégrer le fait qu'il peut y avoir un complément d'accompagnement qui peut être fait par le gérondif. Et ça, on l'identifie au travers des auditions, de l'accompagnement, notamment par cette notion d'impact, clairement. Il est important d'orienter comme ça. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas une architecture nationale et il faut aller dans chaque région pour identifier. Par contre, je reviens un peu sur ce qui rassemble, ce qui différencie, et enfin, avec mon regard un peu d'intrus, parce que je ne suis pas un gérontopole, malgré tout, je pense que ce qui est important, c'est d'identifier qu'il y a des livrables qui sont faits et qui, eux, doivent être mis à disposition de tout le monde. Je vais revenir sur cette idée d'impact sur les ateliers prévention des chutes. C'est-à-dire que j'imagine que quelqu'un aurait l'idée, un acteur de l'activité physique aurait envie d'avoir encore une étude d'impact sur les chutes, j'allais dire, c'est pas la peine. Ça a été fait. Il faut qu'on le dise, qu'on le prouve, sauf à trouver des différenciations. Voilà, mais c'est important de partager là, le travail qu'on a fait, qui a été porté par le Gérondif autour de Solidage, et j'aimerais bien qu'Isabelle en parle, parce que c'est vraiment une super opération. C'est quelque chose qui est une dynamique qui peut être copiée, mais encore une fois, à la limite, le produit existe maintenant et peut être vraiment partagé par tout le monde. 2 mots sur Solidage et puis après il va falloir conclure. Donc Solidage, c'est un projet de co-construction dans le territoire francilien avec les seniors, des experts et des plus jeunes. Et Solidage, c'est à la fois des messages de prévention donc, qui ont été co-construits. Ça va être une campagne de communication co-construite sur des thématiques prévention santé. Donc nutrition, activité physique adaptée, etc. Et puis des messages aussi qui ont été construits donc, aussi avec les plus jeunes sur la prévention de l'agisme. Et donc ce projet a eu le soutien très fort de la CNAV de Île-de-France dès les fondations du projet. Là, nous allons lancer le 18 octobre prochain le dispositif et on va le communiquer largement. Il y aura à la fois des campagnes print, comme disent les communicants, donc papier, mais aussi une campagne sur les réseaux sociaux pour toucher aussi les aidants, les plus jeunes dans tout le territoire. Et ça, ce sont des outils que nous partageons. Ça n'a pas la peine de les refaire. Il y aura déjà ces outils dans le cadre du plan anti-chute. Ils pourront aussi être mis à disposition de la boîte à outils que nous allons tous partager, puisqu'on nous sommes reconnus d'intérêt général depuis 2021, précisément pour partager, disséminer les résultats de nos travaux. Donc, Gérontopole, nos territoires ont du talent, partage d'expérience, maillage territorial. Est-ce qu'on parle Europe aussi, pour conclure ? Est-ce qu'on a déjà des projets qui sont en train de se mettre en place au niveau européen où l'idée c'est déjà de bien faire ce maillage national ? C'est une question qui fâche ? Non ? Non, mais c'est vrai que c'est toute une ingénierie très complexe de déposer des projets au niveau européen. Donc ça, on l'a déjà fait. C'est pas toujours si simple d'aller jusqu'au bout du process. Là, on est en train de déposer un dossier pour être labellisé structure reconnue dans le cadre de Aging and Active Health. Le programme AL, non, l'autre programme, d'accord. Oui. Et donc, on espère qu'on va être référencé au niveau européen. On verra ce que cela pourra rapporter comme en termes de visibilité européenne et de projets. Est-ce que ça donnera de meilleures chances d'aller s'exporter au niveau européen ? En tout cas, on fait beaucoup de benchmarks au niveau international et européen en particulier. C'est comme ça que ça nous nourrit et ça fait germer en nous de nouvelles idées d'innovation, de tests, etc. En tout cas, le NICA, qui était présent parmi les 15 peers présentés au festival Silver Echo de UK, donc, m'a dit vous avoir rencontré tout à l'heure avant leur départ. Il me disait oui, on a eu plein d'échanges avec les gérontopoles, on voit qu'il y a des ponts à construire. Alors s'il y a des ponts à construire entre l'Angleterre et la France, la Grande-Bretagne et la France, ça serait parfait, parce qu'on a besoin quand même de se rassembler un petit peu. Il y a eu
quelques départs, on va dire, de l'aspect collégial. Donc ça fera un grand plaisir qu'à travers les Gérontopoles, on puisse à nouveau tisser des ponts. Quelque chose à rajouter? C'est quoi le secret du bien vieillir, pour finir, de tous les projets? Est-ce que vous avez, en guise de conclusion un petit peu allez, non classique, je me rappelle que j'avais posé cette question à Jean-Pierre Aquino, il m'avait donné une réponse assez sympathique. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, avec tous les projets que vous avez vus, un secret à partager pour bien vieillir? Le plaisir, tout simplement. Plaisir de manger, plaisir de toujours être en lien social avec l'autre, plaisir de découvrir ce qui va se passer demain, toujours se maintenir informé de l'actualité, avoir des projets. Et puis, même quand on n'a plus ses jambes, même quand on n'a plus forcément toutes ses facultés cognitives, c'est aussi être dans le plaisir de l'instant, du petit détail. Donc pour moi, c'est ça. Carole-Henri Duguet, un secret? Moi, je suis complètement d'accord avec Isabelle. J'ajouterais peut-être anticiper et adapter les territoires à ce vieillissement, parce qu'on entend tous les jours des maires nous dire moi, j'ai des habitants qui souhaitent vieillir chez eux, mais c'est pas possible, il n'y a pas de logement, il n'y a pas l'offre existante. Donc, il n'y a pas forcément les services, il n'y a pas l'habitat, il n'y a pas... Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est l'affaire de tous, en fait, pas que des vieux, et que anticiper et adapter son territoire, c'est vraiment un gage du bien vieillir. Estelle Janot? Je rajouterais la relation humaine. Et je pense que ça, c'est un point important. On peut parler de plaisir, d'habitat, de tout ce que vous voulez. Si on n'a plus de relation humaine, on meurt. Et pour finir, Christiane? Moi, ma préoccupation, ça reste encore l'accompagnement au vieillissement. On parle souvent aujourd'hui dans les danses du déni de l'aidant, et il y a le vrai sujet du déni de la personne âgée. L'agisme. Voilà. Et donc, c'est accompagner les personnes le plus tôt possible à accepter que le vieillissement, c'est positif. Et que la société est inclusive. Alors c'est vrai que aujourd'hui ce sont des termes qu'on emploie souvent, mais la réalité elle est là. Il faut surtout justement, pour faciliter cet accompagnement-là, arrêter de construire des projets pour les vieux. Voilà. Et donc être vraiment dans des projets dans lequel tout le monde se retrouve, l'habitat pour tout le monde, la vie sociale pour tout le monde, et ça c'est vraiment au cœur des actions qu'on attend aujourd'hui de nos partenaires pour faciliter le vieillissement. L'inclusion et surtout l'avancée en âge dans une logique de conservation de la citoyenneté. Voilà, exactement, complètement. Mesdames, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste dire que le 13 et 14 décembre prochain, les Gérontopoles seront présents au Havre, aux 7e Assises nationales du vieillissement Longevity. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Les territoires ont du talent, les Gérontopoles ont du talent, les entrepreneurs et les porteurs de projets en Silver Economy ont du talent. Et tous les gens qui ont du talent sont au festival Silver Eco. On va clôturer ce festival avec vous. Un immense merci. Rendez-vous en 2023. Vous serez là en 2023? Avec plaisir. On espère bien. Plaisir. Allez, Merci. bonne journée à vous. Merci pour Merci à vous. Au revoir.